Pour cette vidéo, nous retrouvons donc Michaela Wang, auteure de La chute du léopard et puis Rwanda, assassin sans frontières aux éditions Max Milo, entre autres. Donc je vous montre La chute du léopard, qui est un ouvrage qui est paru il y a déjà quelques années, il me semble, au Royaume-Uni. Bonjour Michaela Wang, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste reconnu du monde africain pour vos analyses. Donc ce livre sur les traces de Mobutu, vous l'avez écrit notamment parce que vous avez suivi les derniers instants justement de Mobutu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce personnage et avoir l'opportunité justement de suivre ces derniers moments? Oui, j'étais pigiste pour l'agence Reuters et j'étais basée à Kinshasa en 94. Et c'était justement, Mobutu était sur place, c'était le président du Zaïre, Mm. comme le Congo s'appelait à l'époque. Effectivement, c'était aussi l'année où le génocide a déclenché dans le Rwanda. Mm. Alors, à un certain moment, après le génocide, il y a eu un groupe de rebelles, l'AFDL, soutenu par Kigali, soutenu par le Rwanda, par le FPR, le FPR qui ils sont entrés dans le Congo ils sont allés jusqu'à Kinshasa. Ils ont détourné, renversé le gouvernement du président Mobutu. Alors, vu que j'étais là, c'était un pays que je connaissais un peu. J'ai écrit le livre parce que j'ai vu qu'effectivement, il y avait très peu de livres au sujet du président Mobutu. Et c'est un monsieur très intéressant parce que vraiment, c'était un peu le symbole de la kleptocratie africaine. Il aimait bien le champagne rose, Mm. il aimait bien louer les Concorde, envoyer sa famille à Disneyland à partir de Badolite où il y avait construit un palais dans le jungle. Alors, c'était un personnage très extrême Mm. et il représentait un peu les problèmes de ce type de dictature africaine. Est-ce qu'il était aimé malgré tout par son peuple? À l'époque, non. Et ce que je trouve intéressant, c'est moi je suis retournée à Kinshasa en 2023 et j'ai vu que maintenant, ça change un peu. Il y a une certaine affection parmi le peuple. Il y a même les jeunes. J'ai vu que quelques jeunes, ils portent maintenant l'Abacoste, qui était la costume qui était le préféré de Mobutu. L'Abacoste, ça veut dire à bas le costume. Il ne voulait pas que les citoyens zaïrois portent les costumes européens. Et maintenant, c'est devenu un petit peu à la mode. Et j'ai vu qu'il y a une certaine affection parce qu'effectivement, la vie est dure actuellement à Kinshasa. Et on a tendance maintenant à oublier les mauvais côtés de Mobutu et son régime. Alors justement, les mauvais côtés, vous nous avez parlé de cette kleptocratie. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, bien sûr, il y avait une corruption Mm. généralisée et le problème, c'est qu'il y avait des problèmes de sécurité majeurs. Alors, chaque mois, on craignait que peut-être l'armée n'avait pas été payée. Et on avait vu deux périodes de pillage systématique lancées par les soldats où ils ont vraiment détruit Kinshasa et des autres villes. Alors, on craignait toujours un retour de ces événements. Et je pense maintenant, ce qui est très intéressant, il y a beaucoup d'événements. On voit maintenant une avancée rebelle Ouais, dans l'est du on va en pays. parler. On voit l'histoire qui se répète et on voit les mêmes problèmes avec l'armée congolaise, qu'elle n'est pas à la hauteur. Et c'est même les soldats congolais, on les voit en train de piller, de violer les femmes. C'est eux aussi ils posent un problème et c'est pas seulement les rebelles. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette situation actuelle au Congo, puisque on le disait ce matin, c'est quelque chose dont on parle assez peu en Europe. On a Thierry Mariani qui est déjà venu à notre antenne nous expliquer que la situation était assez dramatique. Mais voilà, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs ce qu'il se passe en ce moment au Congo et donc avec le Rwanda? Oui, effectivement, ça a déclenché en janvier, mais c'était 3 ans que le mouvement 23, que c'est une force rebelle, des Tutsis, ils font partie de cette minorité Tutsi congolais, qu'ils ont commencé à prendre, saisir, avancer sur le territoire. Ils ont saisi, Goma, la ville de Goma,
que c'est une ville très importante parce qu'il y a un aéroport régional là-bas. Et après, ils ont avancé sur Bukavu, que c'est au sud Kivu. Goma, c'est la capitale de Nord Kivu. Et ils ont réussi à contrôler ça. Et maintenant, on voit qu'ils sont en train d'avancer dans le nord, dans le nord-ouest et aussi au sud. Et effectivement, il y avait plusieurs forces de paix installées dans la région, le MONUSCO, les Nations Unies. Il y avait aussi une force de paix sud-africaine. Et vraiment, ils ne peuvent rien faire. Ils sont là-bas, ils sont menés par les Sud-Africaines. Ils se sont fait tirer dessus. Ils se sont fait humilier, effectivement. Ils restent là-bas maintenant, ils ne sont pas en train de se battre. Et ce qu'on voit, c'est surtout c'est le fait que le mouvement 23, c'est une force qui est soutenue, armée, équipée par le Rwanda. Alors, derrière le mouvement 23 et ses dirigeants, il y a Paul Kagame, le président actuel du Rwanda. Et là, c'est là que les Occidentaux ont joué un rôle, parce qu'après tout, Paul Kagame, le président du Rwanda, il a beaucoup d'amis ici, hein, surtout en France. Mm. Autrefois, il avait aussi des bons amis parmi les Américaines, mon propre pays, le Royaume-Uni. Et il y a certains pays maintenant occidentaux qui prennent leur distance de Kagame, qui annoncent des sanctions, mais on voit aussi qu'il y a des pays comme la France qui n'ont rien annoncé. Ils dénoncent la présence des soldats rwandais, parce que maintenant on dit qu'il y a entre 8 000 et 12 000 soldats rwandais sur le sol congolais. Alors la France En dénonce. plus du M23. Oui, à soutenir Mm. et aider et se combattre à côté du M23. Et la France a dénoncé la situation, mais effectivement, ils n'ont rien annoncé. Ils restent toujours des alliés très importants, et aussi, ils sont là à soutenir d'un niveau financier le gouvernement du Rwanda. Mm. Alors, c'est très dramatique. On sait qu'il y a eu déjà au moins 7 000 morts selon les Nations Unies. Les combats continuent. Il y a beaucoup de violence sur le terrain. Goma semble être apaisé, mais à Bukavu, il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Il y a eu, pendant une période de 2 semaines, on dit qu'il y a eu 60 viols de femmes congolaises par jour en moyenne. Et on voit que les rebelles sont en train d'avancer. Mm. Pourquoi est-ce que la France soutient le Rwanda? On peut souligner d'ailleurs, parce que c'est apparu furtivement dans la presse, mais que le Rwanda sponsorise par exemple le club de football du Paris Saint-Germain. Oui, effectivement, et chez moi aussi, au Royaume-Uni, ils sponsorisent Arsenal, Mm. un autre club très bien connu, et aussi Bayern Munich en Allemagne. Je pense, c'est bizarre la relation entre la France et le Rwanda, parce qu'il y avait un moment, bien sûr, François Mitterrand, c'était le grand ami de Juvenal Habyarimana, l'ancien président qui a été assassiné en 1994, un fait qui a déclenché le génocide. Et au début, Paul Kagame avait une relation très tendue avec les Français. Vraiment, Mm. et ses amis, c'était les Anglais et les Américaines. Et maintenant, après, on a vu un changement, et ça a déclenché avec Sarkozy, mais maintenant Macron, c'est le grand ami, et il a décidé que Paul Kagame, c'est le dirigeant africain on veut l'avoir comme l'allié français. Mais aussi, il y a un côté très utile, parce que on a vu des problèmes au Mozambique avec une installation totale de gaz liquéfié, très important pour la France. Et les Rwandais, ils ont cette armée impressionnante, disciplinée. Et il y a c'est Kagame qui a offert à la France, moi, je peux garantir la sécurité. Il a envoyé les troupes en Mozambique. Alors, il y a eu un contrat, il y a un accord, et je pense que la France met beaucoup de pression au niveau européen
sur l'Union européenne aussi. Et ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne, il y a eu beaucoup de critiques à l'égard du Parlement européen, mais on n'a rien annoncé au niveau de la Commission européenne. Je pense que c'est un peu grâce à la France, encore une fois. Qui veut protéger son gaz sur place. Oui. Et tout cet accord et cette amitié que maintenant existe entre Macron et Kagame. Amitié qui est toujours motivée, au-delà de la pure diplomatie, par des intérêts économiques, financiers, on l'imagine bien. Quelles sont les revendications, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais quelles sont les revendications du M23 ? Le M23 dit qu'il y a la communauté Tutsi, que c'est cette minorité ethnique. Il faut dire que Paul Kagame, c'est aussi un Tutsi. La plupart du FPR, quand ils ont saisi le pouvoir en 1994 au Rwanda, eux aussi, ce sont des Tutsis. C'est une minorité qui vraiment tient le pouvoir au Rwanda. Et il y a une communauté Tutsi qui habite au Congo. Et le M23 se présente comme les protecteurs de cette communauté qui, selon Kagame, il dit c'est une communauté menacée par un autre génocide, un second génocide. Pour moi, la plupart des analystes qui connaissent bien cette région, ils disent le problème, oui, c'est très dur, très difficile l'expérience actuelle pour les Tutsis congolaises. Ils se font harceler, intimider, attaquer et quelquefois lyncher. Il y a des lynchages, mais c'est grâce effectivement à l'intervention du M23 que leur expérience est devenue tellement difficile parce qu'on les prend pour des traîtres. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des raisons économiques, donc cet intérêt de Kagame pour cette région-là précisément du Congo ? Oui, effectivement, je pense que tout le monde maintenant savent que le Congo, il y a beaucoup de minéraux très intéressants là-bas qui intéressent à nous ici en Occident. Il y a de l'or, il y a des diamants, le coltan. On a besoin de ça pour nos ordinateurs et nos téléphones cellulaires. Mais effectivement, c'est une erreur, je pense, de présenter cette intervention du M23 comme vraiment à cause seulement de cela. Quelquefois, on dit c'est tout les minéraux, ça explique tout. C'est pas le cas. Je pense que c'est aussi une question de contrôle de Kagame. Il veut se présenter comme le monsieur, le dirigeant africain important dans les Grands Lacs, lui qui décide tout, le président incontournable dans la région. En 2023, je vais vous citer les mots que Kagame prononçait. Les frontières qui ont été tracées à l'époque coloniale ont divisé nos pays. Une grande partie du Rwanda a été laissée à l'extérieur, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda. C'est un fait historique. Et ces populations ont été privées de leurs droits. On imagine donc que M. Kagame voudrait créer ce fameux Grand Rwanda. Est-ce que l'origine du problème, c'est pas effectivement ces frontières qui ont été tracées avec un partage entre les pays européens qui finalement n'ont peut-être pas assez bien pris en compte les réalités identitaires sur place ? Oui, mais c'est une critique qu'on exprime depuis longtemps, parce que tout le monde a compris que le colonialisme a eu cet effet à travers l'Afrique. Ce n'est pas seulement dans cette région. Mais le problème, c'est depuis les années 60, l'Union africaine, autrement ça s'appelait le OAU, ils avaient accepté le principe qu'on ne va pas changer, on ne va pas redessiner les frontières coloniales. Parce que si on commence à faire ça dans une région, on va avoir le chaos partout. Alors, il y a eu des exceptions avec le Soudan du Sud, par exemple, l'Érythrée, l'Éthiopie, il y a eu des exceptions. Mais en général, c'est un principe qu'on a accepté partout en Afrique. Et je pense que si on parle aussi, il y a le fait que si on parle avec les historiens qui connaissent bien l'histoire des Grands Lacs, ils disent que la version présentée par Kagame, c'est pas correct parce qu'effectivement, oui, il y avait eu un empire Tutsi qui envoyait des soldats, les Intore,
qui, quelquefois, ils ont saisi des territoires, ils ont eu des combats avec les chefs congolais. Mais après, ils ont été repoussés, il y avait des négociations, il y avait des moments où ces chefs, eux aussi, ils ont saisi de la territoire qui maintenant on dit que c'est rwandais. Alors, c'est vraiment une histoire complexe et la façon dont Kagame le présente est pas vraiment correcte. Oui, la zone était déjà très instable. Même si les frontières tracées, donc à l'époque coloniale, n'ont pas été forcément les plus pertinentes, est-ce qu'on peut pas estimer que la présence coloniale, justement, notamment à l'époque où, par exemple, la Belgique était présente au Congo, ça permettait pas d'assurer quand même une certaine stabilité dans la zone? Oui, effectivement, je pense ce qu'on voit maintenant, ça inquiète beaucoup de monde Mm. parce que c'est déjà une zone très instable. C'est la 5e fois que le Rwanda envoie des soldats ou des éléments armés dans le Congo de l'Est. Ce qu'on voit, c'est que tant qu'il y aura ce type d'intervention à travers une frontière, les Grands Lacs vont rester toujours dans un état d'instabilité et ça a des conséquences pour tout le monde, hein, parce que c'est une zone qui produit beaucoup de minéraux, mais c'est pas seulement cela. Il y a tous les habitants de cette zone, il y a tout le commerce de cette zone, il y a des conséquences pour une grande population dans plusieurs pays grâce à cette intervention militaire soutenue par le Rwanda. Est-ce que l'Union européenne aurait intérêt, ou la France, ou pourquoi pas la Belgique, qui donc était très liée quand même avec le Congo, le Zaïre de l'époque, est-ce que vous pensez qu'on a intérêt à intervenir sur place, sachant que donc la période coloniale est révolue et qu'aujourd'hui, on le sait, c'est aussi des régions qui travaillent beaucoup le discours anticolonial, justement? Bon, je pense la question d'envoyer des soldats européens, on ne Oui, va jamais enfin, faire ça. On a bien déjà sûr. assez de problèmes chez Ouais. nous, non, avec l'Ukraine et tout cela. Mais effectivement, je pense les Européens et aussi les États-Unis, ils peuvent imposer, ils peuvent avoir une influence, mettre la pression. Et effectivement, ce qui m'inquiète, c'est qu'on avait déjà vu une situation un peu pareille en 2012. Et à l'époque, les donateurs de fonds au Rwanda, ils se sont unis et ils ont vraiment annoncé tout un tas de sanctions. Et tout d'un coup, le mouvement 23 n'était plus un problème. Et ce qu'on a vu cette fois-ci, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi direct. La Belgique a été très claire. Ils ont annoncé des sanctions. Les Allemands aussi, Mm. les Britanniques, les Royaumes-Unis, les États-Unis. Mais quelquefois, ce sont des sanctions qui sont compliquées. Ils sont mous. Ouais. Et en plus, on voit que certains pays, la France, l'Italie, le Luxembourg, ils ne veulent pas agir. Alors, il y a, quand on voit cette réaction européenne, occidentale, confus et pas très direct, pas très fort, je pense que Paul Kagame, il sait qu'il peut continuer. C'est un énorme échec diplomatique, mais même un aveu de faiblesse de la part de la France. C'est-à-dire que là, on est en train de laisser faire une situation, de courber le dos face à Kagame, parce qu'on a conscience justement qu'on dépend aujourd'hui de Kagame pour protéger donc ces fameuses ressources en gaz qu'on aurait donc au Mozambique. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Pourquoi est-ce que la France n'est aujourd'hui plus capable d'assurer justement elle-même la Pour protection de ces sites? la France n'est pas très bienvenue en Afrique. On a vu un retrait généralisé, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a mis à la porte les soldats français, les ambassadeurs, on les a demandé de s'en aller. Alors, je pense que la France compte sur Kagame et le Rwanda d'agir du côté militaire et sécuritaire. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que la France déstabilise. Bon,
elle est là à soutenir un pays qui déstabilise les Grands Lacs parce qu'elle veut stabiliser ses intérêts au Mozambique. Alors, oui, l'installation totale à Mozambique, c'est assuré, mais toute une zone des Grands Lacs est maintenant dans le chaos grâce à cette politique. Oui, puis c'est une réflexion à court terme, on pourrait le dire, parce que Oui. si toute la zone finit par être déstabilisée, on imagine que de toute façon, ça finira tôt ou tard par nous préoccuper. Est-ce qu'on note un soutien quand même de la part des ONG internationales, par exemple? Parce qu'on sait que quand il y a des génocides, bon, généralement, on a une réaction à ce niveau-là. Là, pareil, on n'en entend pas tellement parler. Pas vraiment. Oui, je pense qu'il y a eu un silence généralisé. C'est pas par hasard Ah oui. que Kagame a choisi ce moment d'intervenir avec le mouvement 23 dans le Congo. Je pense que tout le monde est tellement obsédé par ce qui se passe aux États-Unis actuellement et aussi en Ukraine qu'on n'a vraiment pas, on ne réussit pas à réfléchir sur plus d'une question internationale à la fois. Alors, on voit beaucoup moins de déclarations et de prises de position qu'on aurait pu attendre. Mais il faut quand même dire que les Nations Unies, ils ont eu des réunions l'un après l'autre où tous les ambassadeurs qui étaient présents, et pas seulement les Occidentaux, mais aussi ceux qui viennent du Sud, le Sud global, ils ont dénoncé le rôle du Rwanda dans cette affaire. Alors, c'est surtout, je pense, le média qui peut-être est trop obsédé par ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Ah oui, Mm. on essaie un peu d'équilibrer la balance à notre Ouais, échelle. ouais. Michaela Wong, comment vous pensez que les choses vont évoluer? Est-ce que vous pensez que la situation peut s'arranger aujourd'hui sans aide des Occidentaux ou bien des Américains? Bon, je pense que non. S'il n'y a pas plus de réactions, je pense que le M23 va continuer. Ils ont dit en public qu'ils veulent renverser le gouvernement de Félix Tshisekedi à Kinshasa. C'est, bon, on se pose plein de questions parce que les distances sont énormes. Ce que je pense qu'ils essayent de faire maintenant, c'est de consolider leur emprise sur les deux provinces Kivu. Mm. Et peut-être le prochain pas, ça serait d'avancer sur Kisangani, que c'est la troisième ville du Congo. Après cela, on verra. Mais je pense que ce qu'on a vu, c'est que Kagame il prend un pas et après il attend pour voir s'il y a une réaction internationale et après il prend un autre Mm. pas. Donc si on était ferme, eh ben, il Oui, arrêterait oui, peut-être. c'est ça. Selon moi, il y a 3 ans, on aurait dû déjà être Mm. ferme et c'est déjà trop tard. Les réactions arrivent trop tard. Mais je pense on peut quand même avoir une certaine influence et j'aimerais bien voir la France qui s'exprime là-dessus, hein. Ouais, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas gagné. Qu'est-ce que vous pensez de la dynamique insufflée par Emmanuel Macron avec ce retrait progressif et maintenant donc quasiment achevé des troupes françaises en Afrique? Bon, c'est déjà très avancé, Ouais. hein. Je pense pas qu'on peut, on peut renverser cela. Moi, je vois ça comme une Anglaise. Alors, je dois dire que j'étais toujours étonnée par l'étendue de l'intérêt français en Afrique, parce que je pense que la relation entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies africaines est très différente. Et souvent, j'avais l'impression, avec les Français, et l'Afrique francophone que la France s'était pas rendu compte que qu'on n'était plus dans une époque coloniale. Alors je pense qu'il était temps, hein. Mm. Alors que le Royaume-Uni, lui, oui, s'en était rendu compte. Oui, oui, je pense, si on regarde où il y a des installations militaires anglaises et toute la relation entre les anciennes colonies britanniques, c'est beaucoup moins étroite. Après tout, c'est les Français, le CFA, le fait qu'on utilise un billet français Mm. dans l'Afrique de l'Ouest.
nous, on n'a pas ce type de relation économique et financière avec nos anciennes colonies. Hein. Quand vous dites que vous pensez qu'il était temps justement de retirer ses troupes, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'avec encore ces troupes françaises sur place, on aurait justement encore l'influence suffisante, même la présence physique suffisante pour pouvoir tenter de réguler un peu la situation sur place? Si la France a les effectifs. Non, je pense maintenant, on parle vraiment de soutien financier, Ouais. aide financière, mais c'est déjà beaucoup, ça compte pour beaucoup. Et surtout, si on regarde Kagame, c'est un monsieur qui il veut absolument être respecté à l'étranger. Pour lui, c'est très important qu'il peut visiter la France, qu'il peut aller regarder l'Arsenal, Paris Saint-Germain, Mm. qu'il peut monter dans son jet présidentiel et être le bienvenu à Davos. Il aime bien être accueilli comme un dirigeant africain important ici en Europe. Alors, je pense qu'il faut jouer là-dessus. C'est un monsieur, après tout, qui a invité, il veut absolument que la Formule 1 a lieu au Rwanda. Alors, je pense que c'est sur ces aspects-là qu'il faut jouer. C'est un monsieur qui est très, très conscient de son image, sa réputation à l'étranger. Mm. Aujourd'hui, les négociations se feraient principalement avec Kagame. On ne parle plus des dirigeants du Congo. Eux sont dans une posture très passive, on a l'impression, en vous entendant. Non, bon, il faut dire que tout récemment, hier, l'Angola a annoncé qu'il y aura des négociations entre Félix Tshisekedi et le M23. Et ça, c'est important parce que jusqu'à maintenant, Félix Tshisekedi, il a refusé, il n'a pas voulu rencontrer le M23 pour avoir des négociations directes parce qu'il disait le M23, c'est effectivement le Rwanda. Moi, je peux négocier avec le Rwanda, ça ne vaut pas la peine et je ne veux pas crédibiliser le M23 en les rencontrant directement. Alors, apparemment, il a accepté cela. Alors, il y a quand même des négociations qui peuvent être relancées actuellement. Et dans ces cas-là, est-ce que ça devrait venir de la France? Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui devraient s'en emparer? Par exemple, la Belgique, encore une fois, qui a aussi des liens très étroits avec le Congo. Je pense que la Belgique joue un rôle important. La France peut jouer un rôle, devrait jouer un rôle beaucoup plus franche et vraiment. Bon, il y a le ministère des Affaires étrangères français qui était à Kigali il y a quelques semaines. Je ne sais pas qu'est-ce ils ont dit, mais apparemment, Mm. ça n'a pas eu un effet. Mais j'aimerais bien voir des déclarations un peu plus franches de la part de Paris. Oui, Ah. et on attend aussi, et puis si ça arrive, évidemment, on les commentera. On a un auditeur très fidèle de la radio qui se demande en direct, donc, parce qu'on a une conversation OK. en direct, qui se demande si vous connaissez l'africaniste Bernard Lugan. Bernard? Bernard Lugan. Non, je regrette, je ne connais pas. Peut-être je vais devoir faire des recherches. Non, Ouais. bah, vous pourrez, c'est quelqu'un qu'on a reçu plusieurs fois aussi à la radio. Je pense que Ah, OK. ça n'avait OK. pas de rapport direct avec notre discussion, mais enfin voilà, OK. c'est quelqu'un qu'on reçoit régulièrement et Oh, qu'on OK. pourra, pourquoi pas, recevoir pour discuter de ce OK. sujet avec Il est vous. passé à Paris aussi? Il est à Lyon plutôt, il me Ah, semble, mais bon, OK. voilà, il passe régulièrement et puis surtout, il va aussi très régulièrement en Afrique, OK. comme vous. Alors d'ailleurs, il nous reste quelques minutes, Michaela Wong, je prends un peu de distance avec toute cette actualité. Est-ce que vous prévoyez, vous, prochainement, de vous rendre à nouveau sur place? Voilà, comment est-ce que vous comptez suivre la situation? Moi, j'aimerais bien, je pense actuellement à Goma et Bukavu, Bah oui, c'est compliqué. c'est compliqué Il y a encore parce des liens qui se font? je vois qu'il y a des journalistes qui vont là-bas et j'imagine qu'ils doivent entrer à travers à Kigali et le Rwanda. Je pense que c'est eux qui contrôlent l'accès. Et c'est déjà, ça montre Bah qui oui. contrôle la situation, le fait qu'on ne peut pas avoir accès autrement. Alors, mais moi, à ce moment, j'aimerais mieux être à Kinshasa parce que c'est, comme vous avez indiqué, c'est là-bas
qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont très intéressantes pour un journaliste. Ouais, oui. Le M23, c'est quand même un groupe de rebelles qui voilà, donc, déclenche une situation qui couvait depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que du côté de Kinshasa, on pourrait voir apparaître aussi des groupes résistants, armés Il y a toujours des opposants. Il y a beaucoup de critiques à l'égard de Tshisekedi. Et effectivement, c'est très important de regarder de près les positions qu'ils prennent. Parce que récemment, on a vu Joseph Kabila, c'est l'ancien président du Congo, qui commence à donner des interviews et écrire des articles. Et ce qu'il a dit, c'est très pro-Rwanda, si on peut le dire. Hein. Il critique beaucoup Tshisekedi. Et il donne un écho aux arguments de Kagame. Et je pense qu'il est en train de se placer comme un possible dirigeant important au niveau de politique. Et ça, je trouve ça intéressant et tout le monde regarde de près pour voir comment il est en train de se positionner. Mais aussi, on va regarder aussi parce que, il y a des autres dirigeants et les positions qu'ils prennent parce que c'est important quand même pour ces hommes, parce que ce sont tous des hommes, les Congolais ne veulent pas entendre des discours qui semblent être écrits par Kagame à Kigali. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, la diplomatie peut exister de façon pérenne ou est-ce que de toute façon, ça passera toujours par, parce que c'est ce que l'histoire semble montrer pour le moment, par des conflits armés justement et des luttes entre des groupes de rebelles c'est quelque chose qui se répète quand même très régulièrement. Oui, effectivement, on dit souvent dans cette crise, on dit « Ah, mais c'est surtout, il n'y a pas de solution militaire ». Moi, comme journaliste, ça fait 40 ans que je travaille comme journaliste. Et selon moi, les négociations, les accords civils ou diplomatiques ou politiques, c'est toujours sur la base d'une réalité militaire. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce type d'argument. Merci beaucoup, Michaela Wang, d'avoir été avec nous. Donc, vous êtes auteur de La chute du léopard, qui est publié donc, tout récemment en France, mais qui est déjà une référence au Royaume-Uni. Vous avez aussi écrit Rwanda, assassin sans frontières, le tout aux éditions Max Milo. Vous êtes donc journaliste de terrain depuis de nombreuses années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être en France pour un petit moment. Et puis, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous dire quand vous êtes de passage. Merci beaucoup. Merci.